Les médecins m'avaient donné 2 mois à vivre et j'ai pris l'avion pour Paris afin de faire mes adieux à ma fille, qui ne m'adressait plus la parole depuis 3 ans. Je voulais simplement la voir heureuse, ne serait-ce que de loin, ne serait-ce qu'un seul instant. Au lieu de cela, je l'ai retrouvée en réanimation au bord de la mort, tandis que son mari, lui, trinquait au champagne entouré de mannequins dans une villa de Neuilly-sur-Seine et riait au téléphone quand je l'ai appelé. Alors j'ai composé un autre numéro. La personne à l'autre bout du fil attendait mon appel depuis 17 ans. 1 heure plus tard, le mari de ma fille était à genoux devant moi, au milieu du couloir de l'hôpital, suppliant qu'on lui fasse grâce. Mais c'était déjà trop tard. L'avion a été secoué par un trou d'air et le gobelet en plastique d'eau a failli se renverser sur la tablette rabattable. Pierre a retenu le gobelet de la paume de la main par réflexe et a de nouveau regardé par le hublot, où il n'y avait rien d'autre qu'une épaisse couche grise de nuages. Il avait 59 ans, dont les 15 dernières années passées à travailler en rotation sur les plateformes pétrolières du nord de l'Écosse et de la mer du Nord. Durant tout ce temps, il avait appris à ne craindre ni les turbulences, ni les froids de -40 degrés, ni les chefs qui hurlaient au téléphone depuis leur bureau confortable de la capitale. Mais aujourd'hui, ses mains tremblaient légèrement, et ce n'était pas à cause des secousses dans l'air. Dans la poche intérieure de sa veste, il portait un papier plié en 4 qu'il connaissait par cœur, bien qu'il ne l'ait lu qu'une seule fois. Un diagnostic rédigé avec l'indifférence typique de l'écriture médicale. Un pronostic formulé de manière si ambiguë que quelqu'un sans expérience aurait même pu se faire des illusions. Mais Pierre avait travaillé avec des hommes qui étaient morts de cette même maladie et comprenait parfaitement ce que signifiait la phrase «traitement palliatif recommandé». 2 mois, peut-être 3 s'il avait de la chance. Et la chance n'avait jamais été son fort. L'étrange, c'est qu'il n'avait presque pas ressenti de peur quand le médecin avait prononcé ces mots. Il était assis dans le cabinet de l'oncologue à Aberdeen, regardant une affiche jaunâtre qui invitait à faire des bilans de santé réguliers, et ne pouvait penser qu'à une seule chose, à Camille, à sa fille, qu'il avait appelée pour la dernière fois il y a 3 ans. Et cette conversation s'était terminée d'une manière telle qu'il aurait mieux valu ne jamais l'avoir eue. Il se souvenait de chacun de ces mots parce qu'il les avait rejoués dans sa tête des centaines de nuits d'affilée, essayant de comprendre à quel moment précis il s'était trompé et s'il aurait pu changer quelque chose. Papa, tu ne comprends rien. Alexandre m'a donné tout ce dont j'ai toujours rêvé. Un appartement dans le meilleur quartier, une voiture, des voyages. Et toi, tu n'as même pas pu venir à mon mariage. Toute ta vie, tu as vécu dans ton trou du Nord en ne pensant qu'au travail. Tu n'as même pas pu sauver maman. Cette dernière phrase avait été le couteau qu'elle lui avait planté entre les côtes. L'histoire de maman, l'histoire de Sophie, qui avait été dévorée par la même maladie qui le rongeait maintenant quand Camille n'avait que 10 ans. À l'époque, il travaillait 20 heures par jour pour réunir l'argent du traitement, pour une clinique à Londres, pour une thérapie expérimentale dont il avait lu sur Internet. Rien n'avait fonctionné. Sophie était morte dans ses bras 2 jours avant qu'il ne réussisse à rassembler la somme nécessaire. Et Camille, sa petite Camille, à qui il n'avait jamais pu bien expliquer pourquoi papa était toujours au travail et pourquoi maman n'ouvrirait plus jamais les yeux, avait grandi avec cette épine plantée dans le cœur. L'hôtesse de l'air passa dans l'allée avec le chariot proposant des boissons et des collations. Pierre secoua la tête et regarda de nouveau par le hublot. Il n'avait pas faim. En réalité, il ne voulait rien, sauf une chose, voir sa fille. Pas lui parler, parce que de toute façon, elle ne voudrait pas l'écouter. Pas lui demander une place dans sa nouvelle et belle vie, parce qu'il n'y avait pas d'espace pour lui. Simplement la voir, s'assurer qu'elle était heureuse, garder son sourire en mémoire et emporter ce souvenir avec lui là où on ne revient pas. Il avait pris l'avion sans prévenir parce qu'il n'avait personne à appeler. Le numéro de Camille était silencieux depuis 6 mois. Ce n'était pas que le numéro était hors service, simplement le silence, comme si le téléphone était éteint pour toujours ou avait été jeté à la Seine. Au début, Pierre avait pensé qu'elle avait simplement changé de numéro et n'avait pas voulu lui donner le nouveau. Puis, il avait commencé à s'inquiéter, mais s'était rapidement retenu. Elle était adulte. Elle avait un mari riche, de bonne famille. Elle avait tout. Elle ne voulait simplement pas parler à son père. C'était son droit. Il était lui-même fautif. Les nuages de l'autre côté du hublot
commencèrent à se disperser, et en bas apparut la terre. Des carrés bruns de champs, des rubans gris d'autoroute, de petites maisons miniatures des villages. Paris était proche. Pierre sortit le téléphone qu'il avait éteint pendant le vol et appuya sur le bouton d'allumage par inertie. L'écran s'illumina, les notifications de l'opérateur apparurent, et soudain, le téléphone vibra avec un appel entrant. Un numéro inconnu de la capitale. Il porta l'appareil à son oreille, s'attendant à entendre du spam sur des crédits ou des sondages. Mais la voix à l'autre bout était celle d'une femme, douce et tendue, comme si la personne parlait en regardant autour d'elle. « Pierre Duvernay ? » ?»« Oui, c'est moi. »« Qui est à l'appareil ? » ?»« Je m'appelle Véronique. Je suis infirmière à l'hôpital Lariboisière. »« Vous êtes le père de Camille Duvernay ?» Le cœur fit quelque chose d'étrange, comme s'il trébuchait sur un terrain plat et oubliait comment continuer à battre. Pierre serra le téléphone si fort que le plastique craqua. « Oui, c'est ma fille. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Vous devez venir le plus vite possible. Seulement vous. Son mari ne doit pas être au courant. » Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas être au courant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est vivante. La pause à l'autre bout de la ligne sembla durer une éternité. Pour l'instant. Mais il vaut vraiment mieux que vous veniez. Elle lui dicta l'adresse et le numéro d'étage. Puis la communication fut coupée, comme si quelqu'un avait brutalement arraché le câble de la prise. Pierre resta immobile, regardant l'écran éteint, sentant quelque chose changer en lui. La peur qu'il avait ressentie une seconde auparavant ne disparut pas, mais un autre sentiment s'y ajouta. Froid et clair, comme le ciel d'hiver au-dessus d'Aberdeen. Il avait pris l'avion vers la capitale pour mourir, pour faire ses adieux à sa fille et partir en silence. Mais maintenant, les plans avaient changé. L'avion toucha la piste avec un choc à peine perceptible et les passagers autour de lui commencèrent à bouger, s'étirant vers les compartiments avec les bagages à main. Pierre ne se leva pas de son siège avant que l'allée ne soit presque vide. Il pensait, essayant d'assimiler ce qu'il avait entendu. Une infirmière, pas un médecin, pas un représentant officiel de l'hôpital, mais une infirmière qui appelait en cachette et demandait qu'il vienne sans que le mari le sache. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, quelque chose de très grave, quelque chose que le mari voulait cacher. Il prit un taxi à la sortie du terminal, donna l'adresse et s'adossa au siège arrière. Paris, de l'autre côté de la vitre, était étrange et méconnaissable, même s'il était né dans cette ville et y avait vécu les 30 premières années de sa vie. Tout avait changé. De nouveaux immeubles, de nouveaux échangeurs autoroutiers, de nouvelles affiches publicitaires avec des visages de personnes qu'il ne connaissait pas. La ville vivait sa propre vie et avait depuis longtemps oublié Pierre Duvernay d'Aberdeen, qui marchait autrefois dans ses rues avec sa petite fille sur les épaules. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de la banque concernant le débit du taxi sur sa carte. Pierre regarda le solde par inertie et sourit amèrement. Il lui restait peu d'argent, mais il n'en aurait plus besoin. Il avait prévu de dépenser ses dernières économies pour louer une chambre d'hôtel, voir sa fille de loin et acheter un billet de retour qu'il n'utiliserait probablement pas. Mais maintenant, tout changeait. Maintenant, il avait un but. Il sortit de sa poche le certificat de l'oncologue, le déplia, relut une fois de plus les froides formulations médicales, puis déchira le papier en petits morceaux, lentement et soigneusement. 2 mois, peut-être 3. C'était suffisant. Cela suffirait pour tout ce qui était nécessaire. Les souvenirs arrivèrent sans permission, comme cela arrive souvent quand on va quelque part en silence en regardant par la fenêtre le monde étranger qui défile. Camille a 5 ans, avec les joues tachées de confiture, riant si contagieusement que les voisins tapaient au mur. Camille a 10 ans, sérieuse et silencieuse, vêtue de noir aux funérailles de maman, lui tenant la main sans pleurer parce que papa lui avait dit qu'il fallait être forte. Camille a 18 ans, avec son bac mention très bien et les yeux brillants, disant qu'elle deviendrait certainement une styliste célèbre et rendrait fière du nom de famille. Camille a 25 ans, vêtue de blanc de mariée, sur une photographie qu'elle lui avait envoyée par courrier avec une brève note. « Je me suis mariée. Il s'appelle Alexandre. Pourquoi n'es-tu pas venu ?» Il n'était pas venu parce qu'il n'avait pas pu, parce que ce jour-là, il était à l'hôpital avec un infarctus et ne savait même pas qu'elle avait fixé la date du mariage.
Elle ne lui avait pas dit la date à l'avance. Elle avait simplement envoyé l'invitation 3 jours avant, quand c'était déjà trop tard pour acheter des billets et demander un congé au travail. L'avait-elle fait exprès? Voulait-elle qu'il ne vienne pas pour pouvoir ensuite lui reprocher? Ou s'était-il lui-même inventé cela pour que la pensée que sa fille ne voulait pas le voir le jour le plus important de sa vie fasse moins mal? Le taxi tourna dans la rue qui menait à l'hôpital, et Pierre sentit sa bouche se dessécher. L'énorme bâtiment de l'hôpital émergea de derrière le coin, et il demanda au chauffeur de s'arrêter à l'entrée principale. Il paya, sortit, resta une minute debout dans le vent glacé, rassemblant son courage, puis entra. Dans le hall, il y avait beaucoup de monde et de bruit, comme dans une gare routière. Des personnes au visage tendu faisaient la queue à la réception, s'asseyaient sur les bancs durs, parlaient au téléphone, pleuraient dans les coins. Pierre passa sans s'arrêter, suivant les panneaux vers le pavillon indiqué. 3e étage. Unité de soins intensifs. Porte lourde avec serrure à code. Il s'arrêta sans savoir quoi faire, et alors la porte s'ouvrit de l'intérieur. Une femme d'environ 40 ans en uniforme médical bleu, visage fatigué et regard pénétrant, le regarda et il comprit que c'était Véronique. Pierre Duvernay? Oui. Venez avec moi. Il faut qu'on parle avant que vous la voyiez. Elle l'emmena sur le côté, dans un petit recoin près de la fenêtre, où il y avait 2 chaises en plastique et un pot avec un ficus poussiéreux. Elle regarda autour d'elle comme pour vérifier que personne n'écoutait et commença à parler vite et à voix basse. Officiellement, elle a eu un accident de voiture. C'est la version de son mari et c'est ce qui est enregistré dans les documents. Officieusement, tout est très différent. Je travaille ici depuis 12 ans et j'en ai assez vu pour distinguer un accident d'un passage à tabac. Elle a été admise il y a 4 jours avec de multiples traumatismes, une hémorragie interne et un traumatisme crânien. Son mari est venu une fois, est resté 5 minutes et est parti. Depuis, il n'a même pas appelé pour prendre de ses nouvelles. Pierre écoutait et en lui s'élevait quelque chose d'obscur, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Depuis cette fois, en 1998, quand son équipe s'était fait arnaquer sur l'argent, et lui, avec 3 autres hommes tout aussi floués, était allé régler des comptes avec les responsables. Il avait alors compris pour la première fois qu'il était capable de choses auxquelles il n'avait jamais pensé auparavant. « Pourquoi m'avez-vous appelé précisément moi ?» Véronique le regarda dans les yeux. « Parce qu'elle vous appelait. Quand on l'a amenée, elle était inconsciente, mais elle répétait sans cesse un seul mot. Papa. Pas Alexandre, pas maman, pas une amie. Papa. » Sa gorge se serra tellement qu'il avait du mal à respirer. 3 ans de silence, 3 ans de ressentiment et d'éloignement. Et quand les choses étaient vraiment devenues critiques, c'était lui qu'elle appelait. Lui, pas le mari qui lui avait promis tout et ne lui avait donné que de la douleur. « Je veux la voir. » D'abord, écoutez tout. Ce n'est pas la première fois qu'elle est admise ici. Ces 8 derniers mois, elle a été hospitalisée 3 fois. La première fois avec un bras cassé, la deuxième avec une fissure aux côtes. À chaque fois, le mari venait, apportait des papiers, parlait au directeur et elle sortait avant terme. J'ai essayé de lui parler, mais elle pleurait seulement et demandait de ne rien dire à personne. Elle avait peur, très peur. Peur de quoi? De lui. Pas seulement de lui, de toute sa famille. Son beau-père possède une chaîne de centres commerciaux. Il a des contacts partout, un oncle au parquet. Ils peuvent faire disparaître n'importe quelle plainte avant qu'un enquêteur ne la voie. Elle le comprenait et c'est pour ça qu'elle se taisait. Pierre se leva. Ses jambes ne lui obéissaient pas, mais il se força à faire un pas, puis un autre. « Emmenez-moi auprès d'elle. » Véronique acquiesça et marcha devant, ouvrant les portes avec son badge. Ils marchèrent dans un long couloir imprégné d'odeurs d'hôpital et de malheur, passant devant des chambres aux portes fermées et des moniteurs qui émettaient leurs comptes monotones de vies étrangères. Puis Véronique s'arrêta devant l'une des portes et se retourna. « Préparez-vous, elle a mauvaise mine. » Elle poussa la porte et Pierre entra. Dans le lit, enveloppé de tubes et de câbles, gisait sa fille, sa Camille, qu'il lançait autrefois au plafond en l'attrapant de ses grandes mains tandis qu'elle criait de joie. Maintenant, de cette petite fille, il ne restait rien. Visage pâle, presque gris, yeux fermés avec des ecchymoses autour,
qu'aucun maquillage ne pourrait cacher. Lèvres fendues, cou maintenu par une sorte de minerve sous laquelle on voyait des marques violettes. Il avait déjà vu ces marques. Il savait de quoi elles témoignaient. De doigts, des doigts humains, qui serrent la gorge jusqu'à ce que la victime cesse de bouger. Pierre se laissa tomber sur la chaise près du lit et prit sa main mince, froide, faible. La même main qu'il avait tenue, il y a 30 ans, dans la salle de maternité, quand l'infirmière lui avait apporté un petit paquet et lui avait dit que c'était une fille. Alors, il avait pleuré de bonheur. Maintenant, il pleurait aussi, mais pour quelque chose de complètement différent. Longtemps, il resta simplement assis à la regarder, écoutant le bip rythmique des appareils et le bruit de son propre sang dans ses oreilles. Il pensait à comment tout aurait pu être différent s'il était allé au mariage, s'il avait insisté pour rencontrer Alexandre avant, s'il ne l'avait pas laissé s'éloigner tant de lui. Mais le passé ne peut être changé, on peut seulement essayer d'arranger l'avenir. Et pour cela, il avait 2 mois, peut-être 3. Puis il se leva, sortit de la chambre et trouva Véronique qui attendait dans le couloir. Ses affaires sont ici? Oui, au dépôt de l'étage. Le mari ne les a pas récupérées. J'ai besoin de son téléphone. Véronique hésita, mais finit par acquiescer et partit. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un sac transparent contenant des vêtements, un sac à main et un téléphone à l'écran brisé. Pierre prit le téléphone et appuya sur le bouton. L'écran était fissuré, mais s'alluma, indiquant 20% de batterie et aucun mot de passe. Il ouvrit la galerie et commença à regarder les photos. Camille heureuse dans un resort quelconque. Camille avec un verre de vin dans un restaurant. Camille et Alexandre sur un yacht. Tout beau, tout correct, tout faux. Et puis, apparurent les vidéos. L'une d'elles datait du mois dernier. Il appuya sur lecture. À l'écran apparut le visage d'un jeune homme, séduisant, avec des yeux insolents et le sourire de quelqu'un habitué à obtenir tout ce qu'il veut. Hors champ, on entendait des pleurs de femmes et aussi un rire étranger et ivre. Camille, allez, dis quelque chose pour papa. Dis que tu es tombée toute seule. La caméra tourna et Pierre vit sa fille, avec la lèvre fendue, le maquillage coulé, avec des yeux d'animal acculé. Elle regardait quelque part hors champ, quelqu'un qu'elle craignait beaucoup, et parlait d'une voix morte. Je suis tombée toute seule. Le rire hors champ devint plus fort. Des voix féminines, plusieurs à la fois. Tu vois, beau papa, ta petite fille va bien avec moi. Essaie de venir régler les choses. T'es qu'un ouvrier du Nord, non? Et qu'est-ce que tu vas faire? Porter plainte? Plus de rire. Puis la vidéo se coupa. Pierre était debout dans le couloir de l'hôpital, regardant l'écran éteint du téléphone cassé. Ses mains ne tremblaient pas. Il était déjà au-delà de la peur, de la colère et du désespoir. Là où il ne reste que clarté froide et la compréhension de ce qu'il faut faire. Il sortit son propre téléphone, trouva dans les contacts un numéro qu'il n'avait pas composé depuis 17 ans et appuya sur appel. Les sonneries se prolongèrent, l'une après l'autre, et il pensait déjà que le numéro était mort quand, dans l'écouteur, résonna une voix rauque, grave, avec un léger accent du Nord. Allô? Serge, c'est Pierre, celui de Stavanger. Tu te souviens de 2007? Une longue pause, puis un soupir semblable à un rire. 17 ans, Pierre. 17 ans. J'ai attendu cet appel. Tu sais que j'ai toujours dit un appel, n'importe quelle dette. Tu m'as sorti vivant de cet incendie. Parle, mon frère. Qui est-ce qu'on défonce? Pierre regarda la porte fermée de la salle de réanimation où gisait sa fille. Il regarda le téléphone avec la vidéo qui s'était gravée à jamais dans sa mémoire et ne prononça qu'un nom de famille, les Beaumont. Véronique trouva Pierre à la cafétéria 2 heures après l'appel. Il fixait un café refroidi, immobile, comme un homme ayant pris une décision définitive. L'infirmière s'assit face à lui. Qu'avez-vous fait, monsieur Duvernay? J'ai appelé quelqu'un que j'ai aidé autrefois. Et maintenant? Il leva les yeux d'un calme glacial. Maintenant, il y aura justice. La vérité sortira et les gens répondront de leurs actes. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Oubliez qu'on s'est parlé. Véronique acquiesça. Comment va-t-elle? Stable. Les prochaines 48 heures sont décisives. 50% de chance. Pierre pensa à l'ironie. Les médecins lui donnaient
presque 100% de morts en quelques mois, tandis que sa fille oscillait à 50-50. Je peux être avec elle? Ils montèrent en réanimation. Pierre prit la main de Camille et parla à voix haute. Camille, c'est papa. Je suis arrivé tard, je sais. Mais maintenant je suis là. Il ne te touchera plus jamais. Ni lui, ni sa famille. Son téléphone vibra. Numéros inconnus. 7 appels en 10 minutes. Ça avait commencé. Dans le couloir, il rappela. Pierre Duvernay, je suis journaliste. Nous avons reçu des documents sur la famille Beaumont. Alexandre battait-il votre fille systématiquement? Oui, jusqu'au dernier mot. Une interview officielle? Non, mais j'ai une vidéo où son mari l'oblige à dire qu'elle est tombée seule. En 5 minutes, la vidéo fut envoyée à plusieurs médias. Pierre rappelait tous les numéros, donnant la même chose. La vidéo et son témoignage factuel. Serge, l'homme de Stavanger, appela. Tu ne regrettes pas? Non. Pourquoi? Le vieux Beaumont contacte tout le monde. Ce que tu as lancé ne peut plus s'arrêter. Je suis prêt. Pierre retourna à l'hôpital et s'installa dans le hall. À 21h30, Véronique le retrouva avec son téléphone. L'entrepreneur Guillaume Beaumont placé en garde à vue pour détournement de millions. Vous avez fait ça? J'ai appelé. Le reste a été fait par ceux qui attendirent le bon moment. Vous pouviez aller à la police. Et la plainte aurait été classée. Les plaintes fonctionnent contre les gens ordinaires, pas contre ceux qui ont l'argent. Pour eux, il faut la publicité. Quand ton visage est partout, tous tes amis au pouvoir te tournent le dos. Véronique le regardait différemment. Vous êtes dangereux, monsieur Duvernay. Je suis un père à qui on a arraché sa fille, et un homme à qui il reste 2 ou 3 mois à vivre. Cancer, stade 4. Véronique s'assit près de lui. Mon père aussi est mort d'un cancer. Il travaillait sur les plateformes, je comprends. Vers minuit, le procureur Martinez appela pour une convocation à témoigner. Pierre sourit. La machine judiciaire s'était mise en marche. À l'aube, Véronique le secoua. Elle a repris conscience. Elle vous a demandé. Pierre la rejoignit en réanimation. Camille serra faiblement ses doigts. Papa. Je suis là, Camille. Je ne vais nulle part. Pardonne-moi, papa. Il n'y a rien à pardonner. Repose-toi. Pendant ce temps, à Neuilly-sur-Seine, Alexandre Beaumont fêtait près de sa piscine, ivre et insouciant. Son père appelait sans cesse. Il finit par répondre. Fils, on est venu de la brigade anticorruption. Ils ont tout. Documents, comptes, correspondances. D'où? Qui a fait fuiter? La communication coupa. Alexandre rappela en vain, puis ouvrit Internet. Les titres le firent vaciller. Beaumont en garde à vue, scandale, violence conjugale dans l'élite. Il trouva la vidéo où il battait Camille. 3 millions de vues. Sa vie s'effondrait. Les invités partirent. Le procureur convoqua Alexandre pour témoigner. Il roula jusqu'à l'hôpital en panique. Où est ma femme? Hôpital Lariboisière. Réanimation. À l'hôpital, la sécurité l'arrêta. Une infirmière intervint. Le même mari qui l'a battu pendant 8 mois. J'ai appelé son père. Un homme mince sortit de la réanimation. Alors c'est toi, Alexandre Beaumont, celui qui a donné l'enfer à ma fille? Écoutez, c'est un malentendu. Tais-toi. J'ai vu la vidéo. Ne me parle pas de malentendu. Combien vous voulez? 1 million? 5? Je signerai tout à Camille. Pierre le fixa. 500 000, c'est 35 ans de mon travail. Et tu crois que je vais trahir ma fille pour ça? Ce n'est pas une trahison, c'est un compromis. Ton compromis était: tais-toi, supporte, fais comme si tout allait bien. Dites-moi ce que vous voulez. Rien. Il me reste 3 mois à vivre. Cancer, stade 4. L'argent ne me sert à rien. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que ma fille soit en sécurité. Et elle ne le sera que quand tu seras en prison. Alexandre pleura de terreur. Vous êtes sérieux? Absolument. Je venais dire au revoir à ma fille, et je l'ai trouvée au bord de la mort. Puis j'ai découvert que tu la battais depuis 8 mois. Je vais me corriger, je le jure. C'est trop tard. Tu riais d'elle, de sa peur. C'est là que j'ai compris qu'il n'y avait rien à pardonner. La police arriva et emmena Alexandre sous les regards accusateurs. Plus tard, il tenta de retourner à l'hôpital malgré l'interdiction d'approche.
Il entra dans la chambre de Camille. Elle tressaillit de terreur en le voyant. Pierre s'interposa. « Reste où tu es. Je veux juste parler. »« Camille, tu veux qu'il soit ici ?» Elle secoua la tête. « Donnez-moi 5 minutes, » supplia Alexandre. « Si cette affaire va au procès, tout le monde souffrira. Son histoire est déjà discutée, grâce à toi. » Alexandre tomba à genoux. « S'il vous plaît, je ferai tout. Mais ne m'envoyez pas en prison. » Pierre le regarda tristement. « Même maintenant, tu ne comprends pas. Tu pleures par peur des conséquences, pas parce que tu as causé de la douleur. Tu n'as pas demandé une fois comment elle se sentait. J'aime Camille. Ta façon d'aimer signifie la battre et l'humilier. Ce n'est pas de l'amour, c'est une maladie. » Les policiers entrèrent et arrêtèrent Alexandre pour violation de l'interdiction. « Camille, pardonne-moi » cria-t-il. Elle se tourna vers le mur sans répondre. Pierre retourna près de sa fille. « Papa, il ira vraiment en prison ?»« Oui, et sa vie ne sera plus jamais la même. »« Et son père ?»« Il répondra de ses délits. Son empire était construit sur l'argent sale. »« Papa, c'est vrai pour le cancer ?»« Oui, stade 4, 2 ou 3 mois. »« Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Tu ne répondais pas depuis 3 ans. »« Pardon, papa, je pensais qu'Alexandre était le bonheur. Il s'avère que le bonheur, c'est quand on t'aime sans condition, comme toi. Je t'ai toujours aimé, Camille, jusqu'à mon dernier souffle. » Ils restèrent silencieux longtemps. Camille murmura « Ramène-moi dans le nord, papa. Je veux voir les aurores boréales. » Il sourit, son premier sourire authentique depuis longtemps. « Je t'emmènerai, je te le promets. » Le mois passa comme un seul long jour, rempli d'événements. On transféra Camille de la réanimation 1 semaine après qu'on eut emmené Alexandre au centre de détention. Puis vint une chambre commune, de longues heures de récupération, d'interminables visites de médecins et des procédures qui l'épuisaient. Mais à côté d'elle, il y avait toujours son père. Il arrivait chaque matin et ne partait qu'à la tombée de la nuit, quand les infirmières le chassaient pratiquement de l'étage. Pierre loua une petite chambre dans une auberge de jeunesse près de l'hôpital, parce qu'il n'avait pas d'argent pour un hôtel décent. Serge, cet homme de Stavanger, lui transféra une somme qui fit écarquiller les yeux à Pierre d'étonnement. Mais il n'en prit qu'une petite partie, juste le nécessaire pour le logement et la nourriture. Le reste, il demanda qu'on le garde pour Camille, pour l'avenir, quand elle se remettrait sur pied et commencerait une nouvelle vie. Les actualités sur la famille Beaumont continuaient de résonner dans tout le pays. Guillaume Beaumont fut officiellement arrêté et on lui présenta des charges pour plusieurs délits, incluant évasion fiscale à grande échelle et corruption de fonctionnaires publics. Ses avocats tentèrent d'obtenir l'assignation à résidence en invoquant l'âge et l'état de santé de l'accusé, mais le tribunal refusa. Il y avait trop de preuves. Le scandale avait été trop retentissant. L'opinion publique suivait le procès avec trop d'attention. On présenta à Alexandre des charges pour coups systématiques et lésions graves. Cette vidéo qu'il avait enregistrée en riant et en se moquant de sa femme était devenue la preuve principale de l'accusation. On la montrait au tribunal, on la montrait aux informations, on la discutait dans chaque émission télévisée. Le visage d'Alexandre Beaumont était devenu symbole de la violence conjugale, une illustration graphique de ce qui se passe derrière les portes fermées des maisons riches. Camille refusa de donner des interviews et de comparaître personnellement aux audiences judiciaires. Son témoignage fut enregistré en vidéo à l'hôpital en présence d'un avocat et d'un psychologue. Et cela suffit. Elle parla à voix basse, s'arrêtant parfois pour contenir les larmes qui la submergeaient. Mais elle raconta tout. Le premier coup qui était arrivé 3 mois après le mariage. Les excuses et les promesses qui ne se réalisaient jamais. La peur qui était devenue sa compagne constante. Le sentiment de désespoir quand tu comprends que personne ne va t'aider parce que ton bourreau a trop d'argent et de contacts. Pierre était assis à côté d'elle pendant qu'on enregistrait sa déclaration et lui tenait la main. Il ne pleura pas, même si à l'intérieur tout se retournait de douleur pour sa fille. Il était simplement là, comme il aurait dû être toutes ces années, mais n'avait pas été, parce qu'elle-même l'avait éloigné, parce qu'il l'avait permis, parce que la vie s'était passée ainsi et pas autrement. Quand on donna finalement sa sortie à Camille de l'hôpital, ils partirent le jour même.
Pierre acheta 2 billets d'avion pour Aberdeen et Camille ne dit pas un mot contre. Elle acquiesça simplement quand il demanda si elle était prête, rassembla ses quelques affaires dans une petite valise et sortit de la chambre sans regarder en arrière. Paris, qui lui avait autrefois semblé la ville de ses rêves, ne provoquait maintenant que le désir de fuir le plus loin possible et de ne jamais revenir. À l'aéroport, on la reconnut. Une femme s'approcha de Camille et lui dit qu'elle admirait son courage, qu'elle était courageuse d'avoir réussi à s'échapper de ce cauchemar. Camille la remercia et passa rapidement vers la porte d'embarquement, cachant son visage derrière des lunettes noires. Pierre marchait à côté d'elle, prêt à tout moment à la protéger des regards et des questions des autres. L'avion décolla vers le ciel gris de la capitale et Camille se permit enfin de se détendre. Elle regardait par le hublot la ville qui s'éloignait en bas et pensait à quel point la vie est étrange. Il y a à peine un mois, elle gisait en réanimation sans savoir si elle survivrait. Il y a à peine un mois, son père était pour elle un étranger qu'elle méprisait et qu'elle blâmait pour tous ses malheurs. Et maintenant, elle volait avec lui vers le nord, vers un endroit qu'elle avait autrefois appelé sa tanière. Et cet endroit lui semblait le seul coin sûr dans tout le monde. Papa? Oui, Camille. Parle-moi du nord. Comment c'est? Pierre sourit et commença à raconter. La lande infinie qui, en saison de pluie, se remplit de vert jusqu'à l'horizon. La rivière qui serpente à travers la végétation comme un ruban d'argent. Le petit village où tout le monde se connaît et personne ne ferme les portes à clé. Le silence si profond et si plein qu'au début il semble assourdissant, et puis il devient le son le plus beau du monde. Camille écoutait, et pour la première fois depuis de nombreuses années, ressentait quelque chose qui ressemblait à du calme. Le bonheur était encore loin, mais le calme, le sentiment que le pire était derrière elle et qu'en avant, attendait quelque chose de nouveau, peut-être d'inconnu, mais qui ne faisait déjà plus peur. Ça, oui, elle le ressentait. Ils atterrirent à Aberdeen en fin d'après-midi, quand le soleil s'était déjà couché à l'horizon et que le ciel s'était teint d'une profonde couleur orange. De l'aéroport au village où vivait Pierre, il fallait encore voyager 2 heures en voiture et il s'était arrangé avec un vieil ami pour qu'il vienne les chercher. L'ami s'appelait Michael. Il avait travaillé avec Pierre sur les plateformes et vivait dans la maison d'à côté. Un homme corpulent, barbu, aux yeux bienveillants. Il embrassa Pierre comme un frère et serra la main de Camille avec précaution, comme s'il craignait de la briser. « J'ai entendu parler de toi, jeune fille. Tout le village a suivi les actualités. On était tous inquiets. » Camille se sentit gênée et ne sut pas quoi répondre. Elle n'était pas habituée à cette participation simple et sans artifice. Dans les cercles parisiens où elle avait évolué ces dernières années, les gens exprimaient leur compassion avec des phrases de courtoisie derrière lesquelles il n'y avait rien d'autre que curiosité et envie de commérage. Et cet homme inconnu la regardait comme si elle était sa propre fille. Et ses mots étaient absolument sincères. Le chemin vers le village prit même plus de 2 heures, parce que la route à certains endroits était inondée et il fallait rouler lentement. Camille s'endormit sur le siège arrière, couverte d'une couverture chaude que Michael avait prudemment apportée avec lui. Pierre était à l'avant et regardait le chemin familier, la plaine verte sans fin, les lumières lointaines des villages au loin. Il était chez lui, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il était chez lui, et pas seul. Sa maison s'avéra être une petite construction en bois, avec un toit incliné et un porche qui donnait sur la rivière. À l'intérieur, c'était propre, mais modeste. Une cuisine, un salon et 2 chambres. Michael avait allumé le ventilateur à l'avance et la maison était fraîche et accueillante. Camille regarda autour d'elle, s'habituant au nouvel endroit, et remarqua soudain une photographie au mur. Elle-même, petite, environ 5 ans, dans les bras de son père souriant. À côté, maman, jeune et belle, riant à la caméra. « Tu l'as gardée ?»« J'ai gardé toutes les photos. Elles ont toujours été avec moi, même quand tu ne voulais pas entendre parler de moi. » Camille s'approcha du mur et regarda la photo longuement. Elle ne se souvenait presque pas de maman comme ça, vivante et joyeuse. Dans sa mémoire ne restait qu'une femme pâle, dans un lit d'hôpital qui s'affaiblissait chaque jour. Et papa, qui était toujours au travail et qu'elle blâmait de ne pas avoir pu sauver maman.
Pardonne-moi, papa. Pour tout, pour ces mots sur maman. J'étais une enfant. Je ne comprenais pas. Tu étais une enfant qui souffrait. Les enfants disent des choses terribles quand ils souffrent. C'est normal. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Ils s'embrassèrent au milieu du petit salon et Camille pleura, tandis que Pierre lui caressait la tête et lui murmurait quelque chose d'apaisant, comme il le faisait quand elle était très petite et se réveillait de cauchemars. Les premiers jours dans le Nord furent difficiles. Camille s'habituait au silence, à l'absence de l'agitation de la ville, au rythme lent de vie qui ici semblait le seul possible. Elle dormait beaucoup, mangeait beaucoup, se promenait beaucoup dans les environs, en respirant l'air pur et humide. Peu à peu, les bleus sur son corps pâlirent. La douleur aux côtes diminua. Et les cauchemars qui la tourmentaient chaque nuit commencèrent à venir de moins en moins fréquemment. Pierre était proche, mais ne la pressait pas. Il ne tentait pas de forcer les événements. Il cuisinait, racontait des histoires sur les gens du coin et leurs excentricités, lui montrait ses endroits préférés dans la lande. Une nuit, il la réveilla à minuit et l'emmena sur le porche, lui jetant sur les épaules un châle épais. « Regarde !» Camille leva les yeux au ciel et resta immobile. Des éclairs de chaleur illuminaient l'horizon, tandis que des milliers de lucioles dansaient sur la rivière dans l'obscurité. Elle les avait vus sur des photos et dans des films, mais la réalité s'avéra 1000 fois plus belle. C'était si beau que cela lui coupa le souffle. Je voulais te montrer ça avant, il y a de nombreuses années, mais tu ne voulais pas venir. J'ai été idiote. Je pensais que le bonheur était dans les grandes villes et les choses chères. Et il s'avère qu'il est ici, dans le silence, dans la beauté, dans le fait d'avoir quelqu'un à tes côtés qui t'aime vraiment. Ils restèrent sur le porche à regarder les lucioles, père et fille, enfin retrouvés. Et ce moment valait toutes les années perdues, toutes les larmes et les ressentiments, tout le cauchemar vécu. 2 semaines après leur arrivée, Camille trouva dans la salle de bain un test de grossesse qu'elle avait acheté dans la capitale et oublié dans son sac. Elle resta longtemps à regarder la boîte sans oser l'ouvrir. Elle s'en doutait depuis plusieurs jours, mais avait peur de connaître la vérité. Elle avait peur de ce que cette vérité signifierait. Le test montra 2 lignes. Elle s'assit au bord de la baignoire et regarda ce petit objet en plastique qui changeait tout. Un bébé. Le bébé de lui. Le bébé de l'homme qui l'avait battue pendant 8 mois et avait failli la tuer. Et que faire maintenant avec cette connaissance? Pierre la trouva 1 heure plus tard. Elle était toujours assise dans la salle de bain avec le test dans les mains et le regard vide fixé sur le mur. « Camille, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle lui tendit le test en silence. Il regarda les 2 lignes et sur son visage apparut une expression qu'elle ne put déchiffrer. « C'est de lui ?» ?»« Oui. » Une longue pause. Pierre s'assit à côté d'elle au bord de la baignoire et lui prit la main. « Et qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je ne sais pas. Je ne sais pas, papa. Je ne peux pas penser à ce bébé sans me souvenir de lui, de ce qu'il m'a fait. Mais en même temps, c'est mon bébé aussi, mon sang, une partie de moi. Tu n'as pas à prendre une décision tout de suite. Tu as du temps pour réfléchir. Et toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Pierre garda le silence, rassemblant ses pensées. « Je ne peux pas répondre à cette question. C'est ton corps et ta vie. N'importe quelle décision que tu prendras sera la bonne, parce que ce sera ta décision. Je serai à tes côtés quoi qu'il arrive. Combien de temps ? Quoi ? Combien de temps seras-tu à mes côtés ? Les médecins ont dit 2 ou 3 mois. Il s'est déjà passé presque 1 mois. » Pierre sourit de ce sourire spécial qui était apparu chez lui la dernière semaine. Le sourire d'un homme qui a accepté son destin et n'en a plus peur. Les médecins disent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas que maintenant j'ai une raison de vivre, que je me réveille chaque matin et que je te vois. Et ça me donne des forces pour un jour de plus. Peut-être que je vivrai 2 mois, peut-être 6, peut-être 1 an. Personne ne sait avec certitude. Mais le temps qu'il me reste, je le passerai avec toi. » Camille s'accrocha à lui et pleura. Mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement. Les larmes d'une personne qui avait enfin compris qu'elle n'était pas seule. Une autre semaine passa. Camille pensa beaucoup, marcha beaucoup dans la lande,
parla beaucoup avec son père du passé et du futur. Et un matin, elle se réveilla avec le sentiment que la décision était arrivée toute seule depuis quelque part à l'intérieur d'elle, depuis le fond de son âme. Elle sortit sur le porche où Pierre buvait un café et regardait la plaine verte sans fin. Papa, j'ai décidé. Et qu'est-ce que tu as décidé? Je vais avoir le bébé. Ce n'est pas sa faute d'avoir ce père. C'est mon fils et je vais l'aimer. Et je ferai tout pour qu'il ne soit jamais comme Alexandre. Je l'élèverai différemment. Pierre posa sa tasse et regarda sa fille. Dans ses yeux brillaient des larmes, mais il souriait. Tu es forte, Camille. Plus forte que je ne le pensais. Plus forte que toi-même tu ne le pensais. C'est parce que tu es à mes côtés, parce que je ne suis plus seul. Il se leva et l'embrassa. Ils restèrent sur le porche enlacés, regardant le ciel du nord qui commençait à s'éclaircir à l'est. Un nouveau jour, une nouvelle vie, un nouvel espoir. Pierre Duvernay vécut 14 mois de plus, beaucoup plus que ce que les médecins avaient prédit. Il vit le ventre de sa fille s'arrondir avec chaque mois. Il lui tint la main quand elle accoucha dans le petit hôpital régional. Il fut le premier à tenir dans ses bras son petit-fils, un bébé minuscule aux yeux sombres et au menton obstiné. Ils l'appelèrent Pierre en l'honneur du grand-père. Pierre parvint à lui apprendre les premiers mots, parvint à le bercer sur ses genoux, parvint à lui raconter les contes qu'il avait autrefois racontés à Camille. Et puis, une nuit tranquille d'hiver, quand dehors tombait une petite bruine et que les éclairs de chaleur illuminaient l'horizon, il ferma les yeux et ne les rouvrit plus. Camille le trouva le matin, couché paisiblement dans le lit avec un sourire sur les lèvres. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle s'assit simplement à côté de lui prit la main et resta ainsi un long moment, faisant ses adieux à l'homme qui lui avait donné une seconde vie, qui avait démontré que l'amour est plus fort que l'argent, plus fort que la peur, plus fort même que la mort. Ils l'enterrèrent dans le petit cimetière derrière le village, d'où on voyait la lande verte infinie. Sur la pierre tombale, ils écrivirent simplement « Pierre Duvernay, père, grand-père, homme qui faisait ce qui était juste ». Et Camille resta vivre dans cette petite maison avec le porche qui donnait sur la rivière. Elle élevait son fils, travaillait à distance comme styliste, comme elle en avait autrefois rêvé dans sa jeunesse. Parfois le soir, elle sortait sur le porche et regardait les lucioles sur l'eau. Et il lui semblait que son père, quelque part là-haut, regardait aussi ces lumières magiques. Alexandre Beaumont reçut 4 ans de prison. Son père 8 ans dans une prison de haute sécurité. Leur empire s'effondra. Leur nom devint synonyme du pire. Leur histoire entra dans les livres comme exemple que l'argent ne donne pas le droit à la violence ni à l'impunité. Et le petit Pierre grandissait comme un enfant sain et heureux, qui savait que son grand-père avait été un héros, qu'il avait pris l'avion pour sauver maman quand elle allait mal, qu'il avait passé un seul appel qui avait tout changé. Et quand Pierre grandirait, lui aussi ferait ce qui est juste, parce que c'était comme ça qu'on l'avait élevé, parce que l'amour se transmet de génération en génération, parce qu'une seule personne peut changer le monde si elle a le courage d'essayer.